Pour la presse, jour J. Aucun rapport avec Jean Seberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. On peut mettre cela évidemment sur le compte d'une dépression nerveuse, mais alors il faut admettre que celle-ci dure depuis que j'ai l'âge d'homme et m'aura permis de mener à bien mon œuvre littéraire. Alors pourquoi ? Si la recherche du temps perdu peut être résumée par la phrase « Comment Marcel est devenu écrivain », on résumera ainsi la promesse de l'Aube. Comment Roman Ketseff est devenu Romain Gary, consul général de France, compagnon de la Libération, officier de la Légion d'honneur et écrivain. Le narrateur commence par raconter son enfance entre Wilno et Varsovie. Il est élevé seul par sa mère, une ancienne actrice russe qui vit désormais dans la misère. Celle-ci veut tout mettre en œuvre pour offrir à son fils de quoi le nourrir et l'éduquer, car elle a de grands projets pour lui. Elle rêve qu'il devienne un grand écrivain français, et plus que tout, un grand homme qui marquera l'histoire. D'emblée, ce qui caractérise sa mère, c'est la démesure. Elle est si certaine du succès futur de son fils qu'un jour, elle l'exhibe devant tous les voisins de la cour d'immeuble et prophétise sa réussite à venir. Bon, est-ce qu'on va vraiment faire tout le résumé avec les images de l'adaptation du Père de Joe Dassin ? Bon, ok. Ambassadorem Franci! Visagen! Et prophétise sa réussite à venir. Cette scène clé a une belle place dans la bande-annonce de l'adaptation du bouquin par Éric Barbier. Des couleurs froides, désaturées, les violons, le piano, on est dans une tonalité résolument pathétique. Dans cette cour d'immeuble à Wilno, l'actuel Vilnius à l'époque appartenant à la Pologne, le décor même évoque un vaste théâtre. Comédie pour les uns, tragédie pour les autres. La mer a quelque chose de l'albatros baudelairien. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Cette scène est donc pathétique et sublime, et la grandeur de la mer qui fait face apparaît au grand jour. La conclusion a un ton définitif. Ma mère se tenait debout sous la bourrasque, la tête haute, me serrant contre elle. Il n'y avait en elle nulle trace de gêne ou d'humiliation. Elle savait. Pour payer la ruineuse éducation de Romain, la mère coud des chapeaux dans lesquels elle signe le nom d'un prestigieux tailleur parisien. Mais ça ne suffira pas. Ils quittent Wilno pour Varsovie, puis parviennent à rejoindre la France, où ils s'installent à Nice. Pour subvenir à leurs besoins, la mère redouble d'ingéniosité. Elle met sur pied des coups montés, où ses talents d'actrice servent à enthousiasmer les acheteurs. Repérée par un millionnaire, elle devient gérante d'un hôtel de luxe où elle s'épuise à la tâche en vue d'un seul objectif, donner à son fils le temps de devenir quelqu'un. Celui-ci consacre son adolescence à s'acharner à sa table de travail, mais la gloire n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas grave, sa mère l'a promis, il sera le prochain Victor Hugo. Il s'engage dans l'armée à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et après l'armistice de 1940, il décide de passer en Afrique du Nord pour continuer le combat. Sa mère croit en lui, il sauvera la patrie. Trouvant avec difficulté un avion pour rejoindre De Gaulle en Angleterre, il est finalement renvoyé en Afrique du Nord. Là-bas, Romain pilote des avions trop vieux qui s'écrasent trop souvent, et contracte une maladie qui le cloue au lit pendant des mois. Dans la tourmente, l'ennui et l'impression de ne pas accomplir son destin, ce sont les lettres de sa mère qui l'empêchent de faiblir. La promesse de l'Aube, c'est donc tout ça. Un roman initiatique, à la fois tragique et léger, mais dont on ne vous raconte pas la fin pour ne pas vous spoiler un joli coup de théâtre. Ce livre, c'est en fait 4 histoires en une seule. La promesse de l'Aube est une double promesse. Celle que la mère, Nina Ketseff, fait à son jeune fils à l'aube de sa vie, assurant qu'il deviendra un grand homme, et celle de Romain à sa mère, assurant qu'il fera tout pour lui faire honneur, pour qu'elle ait un fils célèbre, pour qu'elle ne se soit pas épuisée à la tâche pour rien. Comme elle le dit, « Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele D'Annunzio, ambassadeur de France, tous ces voyous ne savent pas qui tu es. » Elle est prête à tout subir, tout supporter, travailler trop et dormir trop peu pour hâter cet avenir. Mais tout ce soutien a un prix. Il ne faut pas que Romain faillisse. Un jour, au collège de Varsovie, où il se vante d'être un futur Français, un de ses camarades moqueurs évoque les prétendues activités de prostitution de sa mère. Humilié, Romain rentre chez lui en larmes. Lorsque ma mère revint à la maison, je me jetai vers elle et lui dis tout. Je m'attendais à ce qu'elle m'ouvrît ses bras et me consolât comme elle savait si bien le faire. Mais ce qui se passa alors fut pour moi une surprise complète. Brusquement, toute trace de tendresse, d'amour quitta son visage. Elle ne déversa pas sur moi le flot de pitié et d'affection que j'attendais. Elle ne dit rien et me regarda longuement, presque froidement. Puis elle s'éloigna, alla prendre une cigarette sur la table et l'alluma.
Elle alla ensuite à la cuisine, que nous partagions avec le propriétaire de l'appartement, et s'occupa de mon souper. Son visage était indifférent, fermé, et parfois elle me jetait un regard presque hostile. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Une immense pitié pour moi-même me saisit. Je me sentais outré, trahi, abandonné. Elle fit mon lit, toujours sans me parler. Elle ne se coucha pas cette nuit-là. En me réveillant le matin, je l'ai trouvée assise sur le même vieux fauteuil de cuir vert glauque, face à la fenêtre, une cigarette à la main. Le parquet était couvert de mégots. Elle le jetait toujours n'importe où. Elle me lança un regard inexpressif et se tourna à nouveau vers la fenêtre. Je crois savoir aujourd'hui ce qu'elle pensait, du moins je l'imagine. Elle devait se demander si j'en valais la peine, si tous ces sacrifices, ces efforts, ces espoirs avaient un sens, si je n'allais pas me révéler un homme comme les autres, si je n'allais pas la traiter comme un autre homme l'avait traitée. Elle me fit mes 3 œufs à la coque et ma tasse de chocolat. Elle me regarda manger. Pour la première fois, un peu de tendresse revint dans ses yeux. Elle devait se dire que je n'avais que 12 ans après tout. Lorsque je ramassai mes livres et mes cahiers pour me rendre en classe, son visage se durcit à nouveau. « Tu ne vas plus là-bas. C'est fini. Ben, tu vas aller étudier en France. Seulement, assieds-toi. » Je m'assis. « Écoute-moi, Romain. » Je levai les yeux, étonné. Ce n'était plus Romanchik, Romushka. C'était la première fois qu'elle abandonnait le diminutif. Je me sentis extrêmement inquiet. « Écoute-moi bien. La prochaine fois que ça t'arrive, qu'on insulte ta mère devant toi, la prochaine fois, je veux qu'on te ramène à la maison sur des brancards. Tu comprends ?» Je restais là, bouche bée. Son visage était complètement fermé, très dur. Les yeux n'avaient pas trace de pitié. Je ne pouvais croire que c'était ma mère qui parlait. Comment pouvait-elle ? N'étais-je pas son Romushka, son petit prince, son trésor précieux ? Je veux qu'on te ramène à la maison en sang, tu m'entends ? Même s'il ne te reste pas un os intact, tu m'entends ? Sa voix montait, elle se penchait vers moi, les yeux étincelants, elle criait presque. Sans ça, ce n'est pas la peine de partir. Ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Roman Katsev a donc un but dicté par sa mère, devenir quelqu'un. Et pour cela, la première chose qu'il lui faut, c'est se faire un nom. Roman va prendre cette expression au sens propre. Plusieurs pages de La Promesse de l'Aube racontent les heures usées en quête d'un pseudonyme assez grandiloquent pour elle. Le jeune garçon passe tellement de temps à chercher ce nom de grand écrivain qu'il en vient à confondre cette activité avec le travail d'écrivain à proprement parler. Amusant et tragique à la fois, le paradoxe vient constamment teinter ce roman autobiographique. Je débitais un à un le chapelet de pseudonymes sonores et grandiloquents, chargés d'exprimer tout ce que je ressentais, tout ce que je voulais lui offrir. Elle écoutait avec une attention un peu anxieuse. Je sentais bien qu'aucun de ces noms ne lui suffisait, qu'aucun n'était assez beau pour moi. Peut-être cherchait-elle simplement à me donner courage et confiance dans mon destin. Sans doute savait-elle combien je souffrais d'être encore un enfant, de ne rien pouvoir pour elle. Et peut-être avait-elle surpris mon regard anxieux, alors que de notre balcon, je la voyais s'éloigner chaque matin dans l'avenue Shakespeare, avec sa canne, sa cigarette, et la petite valise pleine de bijoux de famille, et que nous nous demandions tous les deux si la broche, la montre ou la tabatière en or allait trouver cette fois un acquéreur. Roland Campéador, Alain Brizard, Hubert de Longpré, Romain Cortès. Je voyais bien à ses yeux que ce n'était pas encore ça. Et j'en venais à me demander sérieusement si j'arriverais jamais à lui donner satisfaction. Bien plus tard, lorsque pour la première fois j'entendis à la radio le nom du général de Gaulle, au moment de son fameux appel, ma première réaction fut un mouvement de colère, parce que je n'avais pas songé à inventer ce beau nom 15 ans plus tôt, Charles de Gaulle. Cela aurait sûrement plu à ma mère, surtout si je l'avais écrit avec un seul L.
La vie est pavée d'occasions perdues. La quête de la promesse de l'aube est une impossible quête. Ce roman est un roman de l'échec, et l'auteur-personnage s'y consumera. Cela s'incarne notamment dans les pseudonymes, les masques de l'auteur. Brûlard, Gary, qui signifie brûle en russe, Ajar, qui signifie la braise. Gary, Ajar, Brûlard, qui suis-je sinon celui qui brûle, qui se consume? Cette quête de la forme parfaite ne se résoudra que dans une prise de conscience radicale. L'œuvre d'art est par essence imparfaite. L'échec est l'éternelle compagne de l'artiste. Ce constat, Romain le fait dès son enfance, au moment où il apprend à jongler. Je jonglais avec les oranges, avec les assiettes, avec les bouteilles, avec les balais, avec tout ce qui me tombait sous la main. Mon besoin d'art, de perfection, mon goût de l'exploit merveilleux et unique, bref, ma soif de maîtrise, trouvait là un humble mais fervent moyen d'expression. Je me sentais aux abords d'un domaine prodigieux et où j'aspirais de tout mon être à parvenir, celui de l'impossible atteint et réalisé. Ce fut mon premier moyen conscient d'expression artistique, mon premier pressentiment d'une perfection possible, et je m'y jetai à corps perdu. Je jonglais à l'école, dans les rues, en montant l'escalier, j'entrais dans notre chambre en jonglant, et je me plantais devant ma mère, les 6 oranges volant dans les airs, toujours relancées, toujours rattrapées. Malheureusement, là encore, alors que je me voyais déjà promis au plus brillant destin, faisant vivre ma mère dans le luxe grâce à mon talent, un fait brutal s'imposa peu à peu à moi. Je n'arrivais pas à dépasser la 6e balle. J'ai essayé pourtant. Dieu sait que j'ai essayé. Il m'arrivait à cette époque de jongler 7, 8 heures par jour. Je sentais confusément que l'enjeu était important, capital même. Que je jouais là toute ma vie, tout mon rêve, toute ma nature profonde. Que c'était bien de toute la perfection possible ou impossible qu'il s'agissait. Mais j'avais beau faire, la 7e balle se dérobait toujours à mes efforts. Le chef-d'œuvre demeurait inaccessible, éternellement latent, éternellement pressenti, mais toujours hors de portée. La maîtrise se refusait toujours. Je tendais toute ma volonté. Je faisais appel à toute mon agilité, à toute ma rapidité. Les balles lancées en l'air se succédaient avec précision, mais la 7e balle, à peine lancée, tout l'édifice s'écroulait, et je restais là, consterné, incapable de me résigner, incapable de renoncer. Je recommençais, mais la dernière balle est restée à jamais hors d'atteinte. Jamais, jamais ma main n'est parvenue à la saisir. J'ai essayé toute ma vie. Ce fut seulement aux abords de ma 40e année, après avoir longuement erré parmi les chefs-d'œuvre, que peu à peu la vérité se fit en moi, et que je compris que la dernière balle n'existait pas. En écrivant, Romain se fera un nom, et ce faisant, il pourra transmettre à la postérité les noms de ceux que l'histoire a oubliés. Il dit qu'il y avait parmi ses voisins un certain monsieur Piekielny, qui ressemblait à une souris triste, à la barbiche roussie par le tabac, et qui considérait le petit Romain gravement, respectueusement. Et un jour, vient la pathétique requête, l'aveu d'une ambition dévorante et démesurée, dit Gary. Ce monsieur Piekielny se penche, baisse la voix et lui dit « Écoute, je sais que les mères sentent ces choses-là. Alors, est-ce que tu peux me faire une promesse ? Est-ce que tu peux me promettre que lorsque tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Poulanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piekielny. » When you meet other big people, important people, will you tell them that at number 16, Grand Polanka Street, in Cracovie, there lived a man named Piekielny. Promesse? Mais ce livre est un roman avant d'être une autobiographie, un mensonge qui cache une vérité. Qu'est-il devenu, ce monsieur Piekielny? Alors on peut tout imaginer, ça se passe un peu avant la guerre, donc a-t-il survécu au ghetto de Vilnius? A-t-il survécu à la Deuxième Guerre mondiale? Gary raconte qu'il est mort dans un camp de concentration
et que lui s'est toujours acquitté de sa promesse, et que devant la reine d'Angleterre, le général de Gaulle ou à la télévision, il a toujours prononcé cette phrase qui paraissait mystérieuse à ses interlocuteurs. Et moi, je suis allé chercher qui il était. J'ai fouillé un peu dans les archives, et ça, c'était assez émouvant, puisque j'ai trouvé le registre des habitants du numéro 16 de la rue Grande Poulenka. Et j'y ai vu le nom de Roman Katsev, qui est le nom de naissance de Romain Gary, puisque Gary est un pseudonyme qu'il a pris pendant la guerre, ça veut dire brûle à l'impératif en russe. Et j'ai trouvé le nom de Mina Katsev, celui de sa mère. Est-ce que vous avez trouvé le nom de Piekielny? Non, je n'ai pas trouvé le nom de Piekielny, ni là, ni dans les archives des camps de concentration. Comme si derrière chaque coup de crayon, il y avait eu un coup de gomme. Pour triompher, pour devenir le grand auteur dont sa mère rêvait, Romain Gary doit faire entrer la fiction dans la réalité. C'est d'autant plus essentiel qu'à partir des années 60, Gary commence à passer de mode. Certes, il a reçu un prix Goncourt pour Les Racines du ciel, mais il est si proche de Gaulle qu'il est désormais considéré comme un auteur officiel, un Franz-Olivier Gisbert avec du talent. Alors, il invente la plus grande supercherie littéraire du XXe siècle. Il publie sous un autre pseudonyme un roman tout à fait différent. Gros câlin, l'histoire d'un homme ami avec un gigantesque et dangereux boa. C'est un succès et tout le monde veut rencontrer le mystérieux Émile Ajar. Le deuxième roman qu'il publie sous ce nom, La vie devant soi, reçoit lui aussi un prix Goncourt. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Gary exulte en secret. Il est un grand écrivain. La perfection qu'il ne trouvait que dans sa fiction a rejoint la réalité. Il publie encore 2 livres sous le nom d'Ajar et se suicide en 1980 à 66 ans, révélant dans un ouvrage posthume qu'Ajar et Gary étaient une seule et même personne. Alors pourquoi ? Peut-être faut-il chercher la réponse dans le titre de mon ouvrage autobiographique « La nuit sera calme » et dans les derniers mots de mon dernier roman « Car on ne saurait mieux dire ». Je me suis enfin exprimé entièrement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager et puis cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et si vous aimez les vidéos longues comme celle-ci, vous pouvez aussi aller faire un tour sur la chaîne de notre pote l'homme littéraire. Allez-y, c'est par ici.